UFM, et ça a été rappelé ce matin, ne sont pas nés par hasard à Beaumatin en 1990. C'est une longue histoire qui s'est préparée, et c'est un sujet qui ne supporte pas la brutalité. La question de la formation des enseignants est un sujet qui supporte très mal la brutalité, et c'est un peu le malaise que nous rencontrons actuellement. On a toujours vécu ça, même si par moments il y a eu des accélérations, dans un temps bien plus long, dans un temps sur un plus long terme. Et puis en 89-90, lorsqu'on a créé les IUFM, on avait un avantage, c'est qu'on savait à peu près ce que l'État attendait de l'école, c'était la loi d'orientation de 89, on savait à peu près la mission que l'État confiait à ses enseignants, ou en tout cas la création des IUFM s'est appuyée sur cette réflexion, sur ce travail de définir la mission des enseignants avant de définir comment on allait les recruter et les former. Et je crois que c'est une différence essentielle. Alors s'il faut faire le bilan des IUFM, il faut le faire à la lumière des objectifs qui leur ont été assignés, et pas simplement à la lumière de ce dont on aurait pu avoir envie, nous. Les IUFM ont été créés à un moment où on craignait une pénurie d'enseignants. Les IUFM ont été créés pour recruter plus et former mieux. C'était le slogan de l'époque. Recruter plus, depuis la création des IUFM, c'est à peu près 400 000 professeurs qui sont sortis des IUFM. Former mieux, eh bien, ça se référait au contexte de l'époque. Les instituteurs étaient formés dans les écoles normales, les professeurs de lycée et de collège étaient formés dans les centres pédagogiques régionaux, et il y avait besoin d'apporter à cela plus de cohérence, plus d'unité, plus de profondeur. On avait dit aux IUFM qu'il faut attirer des étudiants vers le métier d'enseignant, notamment parce que dans ces années-là, le chemin qui menait au métier d'enseignant n'était pas totalement lisible, n'était pas évident. Je me rappelle qu'on disait à l'époque, on sait que pour être médecin, il faut faire la fac de médecine, pour être ingénieur, il faut faire l'école d'ingénieur, mais pour être enseignant, eh bien, il fallait informer, creuser, fouiller pour savoir quel était le chemin. Les IUFM ont contribué à rendre visible ce chemin qui mène au métier d'enseignant. Il y a eu la revalorisation du métier, on a rappelé la création du corps de professeur des écoles qui a contribué quand même à rehausser la dignité du métier d'enseignant. À travers l'histoire des IUFM, on aura clarifié, dans une certaine mesure, ce qu'est le métier d'enseignant, notamment les compétences, clarifier le fait que pour être enseignant, il ne suffit pas d'avoir des connaissances, mais il faut aussi des compétences et l'identification de ces compétences. La notion d'alternance s'est fortement développée pendant ces 18 années. L'idée qu'on ne peut pas simplement juxtaposer la pratique et la théorie, que le compagnonnage n'est pas de mise dans ce type de métier, eh bien, même si ces idées sont encore là, le concept même d'alternance a été travaillé et développé pendant cette période-là. L'analyse des pratiques, la pratique réflexive ont été expérimentées dans la plupart des IUFM, et puis l'articulation théorie-pratique s'est développée. C'est tout le domaine de la professionnalisation. L'universitarisation, effectivement, on a créé les IUFM en dehors des universités. Il y avait une hésitation, c'était du 51-49, on a décidé de créer les IUFM en dehors des universités en raison du contexte universitaire de l'époque et de peu d'intérêt que globalement les universités portaient à la formation des enseignants. Mais l'idée qu'un jour les IUFM intégreraient les universités était présente au fond dès le début, ça n'est pas une surprise. Simplement, les IUFM ont quand même été universitaires, des universitaires y enseignent, et pas seulement les disciplines traditionnelles. Des liens étroits ont pu être noués ici et là, de manière forte, avec les universités. La recherche, c'est un petit peu un paradoxe pour les IUFM. En 1993, lorsque la droite a repris le pouvoir, j'ai été convoqué chez le ministre de l'époque, qui est maintenant Premier ministre, et il m'a dit, Monsieur le Président, je vous interdis de faire de la recherche dans les IUFM. C'est très clair, c'était pas un long discours, c'était en une phrase. Je lui ai répondu, oui, mais c'est pas possible, vous n'empêcherez jamais un universitaire de faire de la recherche, vous n'empêcherez jamais que la formation des maîtres s'appuie sur la recherche. Il nous a alors répondu, ben alors, faites que ça ne se voit pas. Mais l'ambition de la recherche est restée. Alors évidemment, c'est à mes yeux très paradoxal, parce que, au fond, les IUFM ont été accusés d'être abîmés par la recherche, comme si la recherche avait abîmé la formation qui doit se situer sur un autre terrain. En revanche, je crois que les IUFM ont plutôt été abîmés par le manque de recherche, par le fait finalement que les IUFM auraient pu aller encore plus loin dans la recherche pour mieux articuler la formation de la recherche. C'est à mes yeux un point fort du bilan qu'il faut tirer. Les IUFM en tout cas ont quand même été pendant ces années-là un terrain de recherche, un lieu de questionnement pour la recherche, un laboratoire pour la recherche, un lieu d'expérimentation et un lieu d'application. Les IUFM finalement
ont quand même si Philippe Pernoud disait que la recherche a été trop absente, que le lien entre les sciences de l'éducation et les UFM a été trop ténu, les UFM ont quand même contribué à révéler massivement, à mettre au grand jour les points positifs et les points plus faibles de la recherche en éducation en France, qui étaient relativement confidentiels auparavant. Ils sont venus sur la place publique. S'il faut dire les écueils auxquels ont été confrontés les UFM et ce qui explique un peu leurs échecs, je crois que le premier point, c'est l'état de réforme permanente. En cherchant des documents pour me rappeler ce qui s'est passé il y a 18 ans, je me suis aperçu que sur mes étagères, chez moi, j'ai une vingtaine de dossiers qui s'appellent réforme des UFM. Chaque année, on engageait une réforme des UFM. Depuis 18 ans, c'est pas nouveau qu'on les réforme. Mais c'est la force d'être en état de réforme permanent, eh bien, on ne consacre pas son énergie à d'autres choses. Consolider la professionnalisation, consolider l'universitarisation aurait nécessité un peu de stabilité. À force de leur taper dessus, finalement, les IUFM ont quand même été un peu abîmés. On ne peut pas se promener comme ça et sans se rendre compte de ce qui se passe. L'un des écueils, c'est sans doute l'écart entre ce qui a été annoncé, entre l'ambition du début et ce qui a été réalisé. C'est pas très étonnant, les IUFM ne sont pas les seuls dans ce cas. Je crois que dans les points sur lesquels un travail supplémentaire aurait pu être fait, il y a peut-être des formateurs. Les modes de désignation, les modes de recrutement, les statuts sur lesquels on peut être formateur en IUFM, la manière dont on n'a pas suffisamment pris en compte la définition des compétences d'un formateur enseignant, le développement de ces compétences, la formation des formateurs, a été, à mes yeux, l'un des principaux points faibles des IUFM. Qui en a la responsabilité, on peut en discuter, mais c'est un fait que c'est, à mes yeux, un point faible. Il y a évidemment le piège du concours, ça a été rappelé, le concours au milieu. Bon, c'est pour des raisons très conjoncturelles, c'était décidé comme ça. On a traîné ça pendant 18 ans, c'est quand même pas évident. Je vais citer les propos d'une responsable socialiste de l'éducation qui disait les IUFM, c'est du bachotage puis une année de verbiage. Je n'avais pas cette phrase, mais il n'empêche qu'elle a été prononcée et à gauche. Je pense que le lien entre l'université et la recherche, moi j'ai plutôt envie de mettre en côté des points forts que des points faibles, parce que dans tout ce débat, c'est un fonctionnement avancé. Mais l'autre point faible majeur, c'est l'abandon de la formation continue. Et là, je ne crois pas, que ce soit les UFM qui emportent la principale responsabilité. Il y a eu véritablement un abandon progressif de la formation continue des enseignants par les gouvernements successifs d'ailleurs, qui a mis les UFM dans une situation catastrophique. L'occasion manquée, le jour où Claude Allègre a décidé que les MAFPEN étaient intégrés dans les IUFM, une balle n'a pas été reprise, l'essai n'a pas été transformé, et c'est catastrophique. La formation initiale des enseignants souffre de cet abandon de la formation continue. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les réformes annoncées vont régler ces quelques problèmes que je soulève? Ça n'est pas du tout évident. Voilà, et je voudrais conclure en insistant sur la dimension internationale. On ne regarde pas assez ce qui se passe dans notre pays. Quand on a créé les IFM, on passait notre temps à voyager. On est allé même en Suisse. En Suisse, discuter avec eux de la manière dont la formation des enseignants allait évoluer en Suisse. On est allé dans tous les pays du monde et à cette époque-là, la France faisait figure de leader dans la réflexion sur le métier d'enseignant et sur la formation des enseignants. Depuis, eh bien, tout ce qu'on a dit, les autres l'ont fait à peu près, et on se retrouve parmi les derniers. J'étais il n'y a pas longtemps en Slovénie, le ministre de l'Éducation de Slovénie m'expliquait que la masterisation, le fait de recruter et de diplômer les enseignants à Bac+5, le fait d'intégrer tout ce que je viens de dire sur la professionnalisation et l'universitarisation, la Slovénie, petit pays pas spécialement reconnu, eh bien, l'a fait. La Finlande, on en parle tout le temps. La plupart des pays ont su intégrer toutes ces choses-là, et on va être bientôt dans les derniers du peloton, les derniers en tout cas, à diplômer à Bac+5 les enseignants, ceux quand même se qu'on réclame depuis 18 ans et peut-être plus. D'ailleurs, c'était déjà dans les revendications initiales. Internationaliser aussi, on parle de l'Europe, en ce moment la France préside l'Union européenne. L'Union européenne a produit et a une recommandation qui comporte ce qu'on appelle les principes communs européens de compétences et de qualification des enseignants. Ce texte-là, eh bien, pourquoi ne s'en sert-on pas plus? Il donne des éléments qui permettent de conforter au plan institutionnel, au fond, une réflexion qui a été conduite pas seulement en France, mais dans d'autres pays, et dans laquelle on retrouve, il y a quand même un mouvement international sur la réflexion sur les compétences des enseignants et leur formation, dans lequel on aurait tout intérêt à s'inscrire plus, ne serait-ce que pour faciliter la mobilité entre les différents pays, par exemple.